Ne me tuez pas, je vous en supplie. Pour l'âme de Samuel, ne faites pas ça. C'est par ce cri déchirant, étouffé par la poussière rouge des hautes terres de l'Ouest Cameroun, que le destin d'Amina a basculé dans l'abîme. Alors que le soleil de la saison sèche frappait impitoyablement la terre craquelée, une femme était traînée vers sa propre fin, non pas par des étrangers, mais par ceux qu'elle appelait autrefois sa famille. Ce que personne ne pouvait imaginer ce jour-là, c'est que le lieu de son exécution deviendrait le berceau d'une vengeance silencieuse et d'une renaissance qui allait ébranler les fondations mêmes de cette chefferie séculaire. Restez avec nous jusqu'au bout de ce récit, car la transformation d'Amina et ce qu'elle a découvert dans les profondeurs de la terre vont vous prouver que même au fond du plus noir des précipices, une étincelle de justice peut faire jaillir la vie. Avant de plonger dans cette histoire de courage et de trahison, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et donnez-nous une note de 1 à 10 dans les commentaires sur la force de cette femme dont tout le monde voulait la perte. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à raconter ces destins extraordinaires. Dans les montagnes de l'Ouest, là où la brume s'accroche au sommet comme un linceul éternel, le temps semble s'être arrêté. Ici, la tradition n'est pas une simple habitude, c'est une loi de fer dictée par les notables en toge brodée, et les anciens dont la parole est indiscutable. Amina connaissait cette rigueur, elle l'avait acceptée par amour pour Samuel. Samuel était un homme différent, un instituteur respecté qui croyait que le savoir pouvait libérer le village de la soif et de la misère. Il rêvait de modernité, de canalisation, de progrès. Mais dans un monde où le pouvoir se mesure au contrôle des ressources, les rêveurs sont souvent les premières victimes. Samuel est mort subitement, laissant Amina seule, vulnérable, avec pour seul héritage une petite plantation de café et surtout un puits privé. Dans cette région où l'eau est plus précieuse que l'or, ce puits était une cible. Le deuil d'Amina n'était pas encore achevé que les vautours commençaient déjà à planer. Sa belle-mère, maman Mafo, une femme dont le regard noir semblait pouvoir flétrir les récoltes, ne voyait en Amina qu'une intruse, une étrangère venue d'une autre province pour voler le patrimoine de sa lignée. Mafo n'était pas seulement une mère aigrie, elle était une force politique, une matriarche dont l'influence sur le conseil des anciens était absolue. Pour elle, Amina n'était qu'un obstacle entre elle et la vente des terres de Samuel à un riche commerçant de la ville de Bafoussam. La cupidité portait le masque de la tradition, et la sentence était déjà écrite dans le silence des cases de réunion. Le jour de l'incident, le village entier était rassemblé. L'air était lourd, saturé de l'odeur de la terre brûlée et de la peur. Maman Mafo, drapée dans son autorité, pointa un doigt accusateur vers la jeune veuve. Les accusations tombèrent comme des pierres. Amina aurait ensorcelé son fils. Elle aurait utilisé des remèdes interdits pour précipiter sa fin afin de s'emparer de ses biens. Dans cette chefferie, l'accusation de sorcellerie est une condamnation à mort sociale. Personne ne leva la voix pour défendre Amina. Les voisins qui avaient bu l'eau de son puits, les mères qu'elle avait aidées, tous détournèrent le regard. La foule, complice par son silence, forma une haie de déshonneur. Maman Mafo, saisissant Amina par son pagne de deuil noirci par la sueur et la détresse, commença à la traîner vers la lisière de la propriété. Le chemin menait vers un lieu que tous évitaient, le précipice de Ngu-Nghu. C'était un ravin profond, rocailleux, une plaie béante dans la montagne, où l'on jetait jadis les bannis et les criminels. On disait que les âmes de ceux qui y tombaient ne trouvaient jamais le repos. Amina luttait, ses ongles s'enfonçant dans la terre rouge, ses larmes traçant des sillons de boue sur ses joues, mais la force de la haine était plus puissante que sa volonté de vivre. D'une poussée violente, chargée de toute la noirceur de son ambition, maman Mafo projeta sa belle-fille dans le vide. Le cri d'Amina s'éteignit dans le fracas des pierres, et pour le village, son nom fut effacé des mémoires. Elle n'existait plus. Elle était devenue un déchet parmi les déchets. Mais le destin a parfois des desseins que les hommes ne peuvent percevoir. Amina ne mourut pas. Son corps, brisé mais vivant, fut stoppé dans sa chute par un enchevêtrement de lianes et de vieux débris accumulés au fil des décennies. Lorsqu'elle reprit connaissance, elle était au fond de l'enfer. Le ravin de Ngu-Nghu était un cimetière de ferraille, rempli de carcasses de voitures rouillées, de vieux fûts et de tout ce que les pluies torrentielles avaient emporté depuis les hauteurs. L'air y était lourd, saturé d'une humidité stagnante qui contrastait avec la sécheresse de la surface.
Amina, s'accrochant à sa propre vie par un instinct primitif, commença à ramper. Chaque mouvement était une agonie, mais c'est dans cette obscurité qu'elle aperçut une forme massive, une structure de béton et d'acier qui semblait surgir d'un autre âge. C'étaient les ruines d'une ancienne station de pompage coloniale, oubliée par le temps et dévorée par la forêt tropicale. Un vestige des années 50, une époque où des ingénieurs avaient tenté de dompter la montagne avant que la nature et l'oubli ne reprennent leurs droits. C'est là, au milieu des murs suintants et des machines pétrifiées par la rouille, qu'Amina trouva refuge. Elle n'avait rien si ce n'est sa douleur et une soif ardente de comprendre pourquoi sa vie avait été ainsi sacrifiée. En fouillant les décombres pour se construire un abri de fortune, sa main heurta un objet métallique, une boîte de biscuits en fer blanc, soudée par la rouille mais préservée de l'eau par un renfoncement du mur de béton. Lorsqu'elle parvint enfin à forcer le couvercle, ce qu'elle découvrit ne ressemblait en rien à un trésor de pirate. C'étaient des papiers, des schémas techniques recouverts d'une écriture fine et nerveuse, et une clé massive en cuivre, lourde comme le poids d'un secret. Le souffle d'Amina se coupa. Elle reconnut l'écriture. C'était celle de Samuel. Son mari n'était pas seulement un instituteur, il était un visionnaire. Il avait passé des mois à explorer les environs, prétendant étudier la géographie pour ses élèves. En réalité, il avait découvert le secret du ravin. Ngungu n'était pas un lieu maudit. C'était le point de convergence naturelle de toutes les nappes phréatiques de la montagne. Samuel avait compris que sous les immondices et les malédictions se cachait une source d'eau inépuisable, capable de transformer le village entier en un jardin d'Éden. Mais il n'avait pas eu le temps de parler, ou peut-être avait-il trop parlé à la mauvaise personne. Pendant qu'Amina commençait sa lente reconstruction dans les entrailles de la terre, un homme revenait au village, l'âme en lambeaux. Jean-Paul était un ingénieur hydraulicien qui avait connu les sommets de la réussite à Douala, avant de tout perdre dans un scandale politique dont il avait été le bouc émissaire. Revenu pour enterrer son propre père, il n'avait plus aucun goût pour la vie. Il marchait souvent près du ravin, attiré par le silence des profondeurs, comme si l'abîme l'appelait. Un soir, alors que la brume descendait plus bas que d'habitude, il aperçut une silhouette spectrale. Une femme, vêtue de haillons mais se tenant droite, remontant péniblement des seaux de boue d'un trou qu'elle avait creusé près de la vieille station. L'image était surréaliste. Jean-Paul crut d'abord à une apparition, à l'un de ces esprits de la terre dont parlent les conteurs. Mais le bruit métallique du seau contre la pierre était bien réel. Amina, avec une détermination qui frisait la folie, était en train de dégager les anciennes canalisations bouchées par des décennies de sédiments. Leurs regards se croisèrent. Dans les yeux d'Amina, Jean-Paul ne vit pas de la peur, mais une brûlure de dignité qui le gifla plus fort que n'importe quelle insulte. Elle ne lui demanda pas d'aide. Elle continua son travail, ses mains ensanglantées s'agrippant à la clé de cuivre qu'elle portait désormais autour du cou comme un talisman. C'est cette clé qui scella leur alliance. Jean-Paul, l'homme de science cynique, reconnut immédiatement l'importance de l'objet. Il comprit que cette femme, que tout le monde croyait morte ou maudite, détenait la solution à la lente agonie du village. Car en haut, sur la terre ferme, la situation était désastreuse. Maman Mafo et le chef traditionnel, dans leur soif de profit, avaient commis l'irréparable. Ils avaient vendu les droits d'accès exclusifs au dernier puits communal à une entreprise privée. Les villageois devaient désormais payer pour chaque goutte d'eau, et ceux qui ne pouvaient pas le faire voyaient leurs enfants s'étioler et leurs récoltes grillées sous le soleil impitoyable. Maman Mafo régnait désormais sur un désert, persuadée que sa belle-fille avait été dévorée par les hyènes ou broyée par les rochers. Elle se pavanait dans ses nouvelles étoffes, ignorant les murmures de mécontentement qui commençaient à monter des cases les plus pauvres. Elle ne savait pas que sous ses pieds, dans les ténèbres du ravin, une armée de 2 personnes était en train de bâtir un sanctuaire. Amina et Jean-Paul étaient devenus des ombres laborieuses. Utilisant les pierres basaltiques du précipice et les restes de la machinerie coloniale qu'ils savaient réparer avec une ingéniosité née du désespoir, ils commençaient à ériger une citerne épique. Chaque pierre posée par Amina était une réponse à une injure. Chaque joint d'étanchéité que Jean-Paul réparait était un acte de rédemption. Il travaillait la nuit à la lueur de lampes à huile improvisées, transformant ce lieu d'exécution
en un chef-d'œuvre d'ingénierie et de volonté. Amina n'était plus la veuve éplorée. Elle était devenue la conscience de Jean-Paul, lui rappelant sans cesse que l'eau qu'ils allaient te faire jaillir n'appartenait pas à une entreprise, ni même à eux, mais à la terre elle-même. Mais leur secret était fragile. Le ravin, bien que craint, n'était pas totalement impénétrable, et les signes d'une activité inhabituelle commençaient à intriguer certains jeunes du village qui s'aventuraient parfois trop près du bord. La tension montait, tant dans les profondeurs qu'à la surface. Amina savait que le temps jouait contre eux. La fête annuelle de la moisson approchait. Une célébration qui s'annonçait amère cette année, car le chef s'apprêtait à annoncer la vente définitive des terres ancestrales à de riches investisseurs étrangers. Ce serait l'arrêt de mort définitif du mode de vie traditionnel. Mais alors qu'il fouillait les derniers recoins de la station de pompage pour y installer les nouvelles vannes, Jean-Paul tomba sur un double fond dans l'armoire métallique où Amina avait trouvé la boîte de biscuits. À l'intérieur se trouvaient les carnets personnels de Samuel. En les parcourant à la hâte, ils firent une découverte qui glaça le sang d'Amina. Samuel n'était pas mort de maladie. Il avait consigné jour après jour les symptômes qu'il ressentait après chaque repas préparé par sa propre mère. Il avait compris, trop tard, que maman Mafo l'empoisonnait à petite dose pour précipiter son héritage et s'emparer de la plantation. La trahison était totale. La femme qui avait jeté Amina dans le ravin était la même qui avait assassiné son propre fils. Le conflit n'était plus seulement une question de survie ou de technologie. C'était devenu une bataille pour la vérité la plus brute. Amina serra les carnets contre son cœur, ses larmes tombant enfin, non pas de tristesse, mais d'une rage froide qui allait bientôt tout emporter sur son passage. Le plan était désormais clair. Ils ne se contenteraient pas de donner de l'eau au village. Ils allaient déterrer les crimes de ceux qui se croyaient intouchables. Jean-Paul, retrouvant sa vigueur d'autrefois, multiplia les efforts pour terminer les canalisations improvisées qui remontaient le long de la paroi du ravin, cachées par la végétation dense. Ils étaient proches du but. Chaque fois qu'un bruit de pas résonnait en haut, ils retenaient leur souffle, tapis dans l'ombre de leur citerne, ce monument de pierre et d'acier qui attendait son heure. Amina regardait vers le haut, vers ce rectangle de ciel bleu qui lui avait semblé si lointain le jour de sa chute. Elle n'était plus une victime. Elle était la gardienne de l'eau, et le jour de la moisson serait celui de son jugement. Le vent de la saison sèche ne portait plus que des gémissements. En haut, sur la terre ferme, le village de Banca s'éteignait lentement sous un soleil de plomb qui semblait vouloir punir les vivants pour les crimes des puissants. La poussière rouge s'insinuait partout, dans les gorges sèches des enfants, dans les replis des toges des notables et dans les consciences que l'on tentait d'étouffer. Maman Mafo, assise sur son trône de rotin devant la concession de Samuel, regardait l'horizon avec une satisfaction glaciale. Pour elle, le silence du village n'était pas celui de l'agonie, mais celui de la soumission. Elle avait réussi. Elle avait vendu l'accès au dernier puits, et l'argent des investisseurs de la ville commençait à remplir ses coffres cachés. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que sous ses pieds, à des dizaines de mètres de profondeur, le silence avait été remplacé par le bourdonnement d'une résurrection. Dans les entrailles du ravin de Ngungu, Amina et Jean-Paul vivaient un calvaire que peu d'êtres humains auraient pu supporter. La station de pompage coloniale, autrefois un tombeau de béton, était devenue une ruche de fer et d'espoir. Mais les obstacles se multipliaient. La machinerie, rongée par 60 ans d'abandon, refusait de céder. Chaque boulon que Jean-Paul tentait de dévisser se brisait, chaque tuyau qu'ils essayèrent de souder fuyait sous la pression de la boue. La fatigue physique était une douleur constante, une brûlure dans les muscles qui ne s'éteignait jamais. Amina, les mains couvertes de callosités et de cicatrices, ne se plaignait jamais. Elle portait des pierres basaltiques, lourdes et tranchantes, pour renforcer les parois de ce qu'ils appelaient désormais leur citerne épique. Parfois, au milieu de la nuit, Amina s'arrêtait, le souffle court, et regardait les parois sombres du ravin. Elle se demandait si elle n'était pas réellement morte ce jour-là, et si tout cela n'était pas une épreuve imposée par les ancêtres. « Samuel, » chuchotait-elle dans l'obscurité, « est-ce que tu me vois? Est-ce que tu sens cette eau qui veut sortir de la terre ?» Elle revoyait le visage de son mari, non pas tel qu'il était sur son lit de mort, mais tel qu'il était lorsqu'il lui parlait de ses rêves de progrès. La découverte des carnets avait transformé son deuil en une mission sacrée.
Elle savait maintenant que chaque goutte de sueur qu'elle versait était une gifle au visage de maman Mafo. Le poison que sa belle-mère avait versé dans les repas de Samuel n'était pas seulement un meurtre, c'était une trahison envers la vie elle-même. Jean-Paul, de son côté, luttait contre ses propres démons. Cet ingénieur qui, quelques mois plus tôt, ne voyait de salut que dans le fond d'une bouteille, se redécouvrait une âme. En observant Amina, il comprenait que la technologie sans dignité n'était que du métal mort. « Tu sais, Amina, » lui dit-il un soir, alors qu'il partageait un maigre repas de tubercules bouillis, « à Douala, j'ai construit des châteaux pour des hommes qui volaient le peuple. Je pensais que c'était ça, le succès. Mais ici, dans ce trou maudit, j'ai l'impression de construire la première chose qui ait vraiment du sens. » Il caressait la clé de cuivre, cet objet massif qui était le cœur du système. Samuel avait tout prévu. La clé n'ouvrait pas une porte. Elle actionnait le mécanisme de dérivation qui permettrait à l'eau accumulée dans la citerne de remonter vers la surface par la force de la pression hydraulique. Mais le danger se rapprochait. En haut, les rumeurs commençaient à circuler. Des chasseurs qui s'étaient approchés du bord du ravin juraient avoir entendu des bruits métalliques, des chocs de marteau contre la pierre. On parlait de fantômes, de l'esprit d'Amina qui revenait hanter les lieux de son supplice. Maman Mafo, bien que ne croyant pas au spectre, s'inquiétait. Elle savait que le ravin de Ngungu cachait des secrets que les colons n'avaient pas fini d'exploiter avant leur départ précipité. Elle ordonna à 2 de ses hommes de main de surveiller les abords du précipice. Amina et Jean-Paul durent apprendre à travailler dans un silence absolu, éteignant leurs lampes à la moindre vibration suspecte, vivant comme des rats dans les parois de leur propre création. L'approvisionnement devint un problème critique. Jean-Paul devait parfois remonter en secret, risquant sa vie à chaque escalade, pour aller chercher des pièces de rechange ou un peu de nourriture dans les villages voisins où personne ne le connaissait. Un soir, il revint avec des nouvelles alarmantes. Le village se meurt, Amina. Le chef a autorisé l'entreprise à clôturer le dernier accès à la rivière. Les gens se battent pour des jerrycans de boue. Si nous ne faisons rien dans les 10 prochains jours, il n'y aura plus personne à sauver. Cette nouvelle agit comme un électrochoc. Il n'avait plus le temps de peaufiner les détails. Il fallait que la citerne soit opérationnelle pour la fête de la moisson, le moment où le contrat de vente des terres serait officiellement signé devant le Conseil des Anciens. C'est dans cette urgence qu'ils firent une découverte majeure. En nettoyant le fond de la citerne pour assurer l'étanchéité, Jean-Paul remarqua une inscription gravée dans le béton de la station coloniale. Ce n'étaient pas des chiffres, mais un nom. Le nom de l'ingénieur qui avait conçu le projet initial. En creusant davantage, il réalisa que la station n'avait pas été abandonnée à cause d'une panne, mais parce que les autorités de l'époque avaient réalisé que l'eau du ravin était trop abondante. Elle aurait rendu les paysans locaux totalement indépendants, ruinant ainsi le monopole commercial de la compagnie coloniale. La malédiction du ravin de Ngungu avait été inventée de toutes pièces par ceux qui voulaient garder le peuple dans la dépendance. Samuel avait percé ce secret, et c'est pour cela qu'il devait mourir. « Ils ont transformé une bénédiction en peur, » dit Amina, sa voix tremblante d'une émotion contenue. « Ils ont utilisé nos propres croyances pour nous assoiffer. » Elle comprit à ce moment-là que sa lutte n'était pas seulement contre maman Mafo, mais contre un système qui utilisait l'ignorance comme une arme. Son monologue intérieur devint une prière de combat. Elle se voyait déjà surgir du ravin, non pas comme une morte vivante, mais comme la porteuse de la seule vérité qui compte. La terre ne trahit jamais ceux qui la respectent. Elle pensait à sa propre mère, restée au loin, qui croyait sans doute sa fille perdue à jamais. Elle pensait à toutes les veuves du village qui, comme elle, avaient été dépouillées de tout au nom d'une tradition dévoyée. Le tournant décisif survint à 5 jours de la cérémonie. Une pluie torrentielle, rare en cette saison, s'abattit sur la montagne. Ce qui aurait dû être une bénédiction se transforma en catastrophe. Le ravin, collecteur naturel des eaux de ruissellement, commença à se remplir à une vitesse alarmante. Les débris, les carcasses de voitures et les troncs d'arbres furent emportés par un torrent de boue qui menaçait de tout détruire sur son passage. La citerne, encore inachevée, risquait d'être submergée ou pire de s'effondrer sous le poids des sédiments. « Il faut ouvrir les vannes de décharge », cria Jean-Paul au-dessus du fracas de l'eau. Mais les vannes étaient bloquées par la rouille. Amina n'hésita pas une seconde.
Elle plongea dans l'eau glacée et turbulente, s'agrippant aux structures métalliques pour atteindre le volant de commande. Jean-Paul essaya de la retenir, mais elle était déjà loin. Sous l'eau, dans l'obscurité totale, elle chercha la vanne avec ses mains. Elle sentait le courant essayer de l'arracher, de l'emporter vers le fond du ravin. Dans cet instant de lutte pure, elle sentit une force nouvelle, une colère, qui lui donna la puissance de 10 hommes. Elle inséra la clé de cuivre dans l'encoche que Samuel avait décrite dans ses carnets. Elle tourna de toutes ses forces, ses poumons hurlant pour un peu d'air. Dans un craquement sourd qui fit vibrer toute la structure, la vanne céda. L'eau fut expulsée avec une violence inouïe, mais la pression sur la citerne diminua instantanément. Amina remonta à la surface, haletante, portée par un Jean-Paul terrifié. Ils étaient sauvés, et plus encore. Le passage forcé de l'eau avait nettoyé les canalisations de 60 ans de détritus. Le système était maintenant propre, prêt à fonctionner. Mais cette victoire eut un prix. Le bruit de l'explosion hydraulique avait été entendu jusqu'au village. Maman Mafo, alertée par ses gardes, commença à soupçonner que quelque chose d'humain se tramait dans les profondeurs. Elle ne pouvait plus attendre. Elle décida d'avancer la signature du contrat de vente. « Ils savent », dit Jean-Paul en regardant les torches qui s'agitaient en haut du précipice. « Demain, ils descendront pour voir. » Amina regarda la citerne, maintenant remplie d'une eau claire et pure qui s'était infiltrée à travers les filtres de basalte. Elle regarda ses mains, usées mais victorieuses. « Qu'ils viennent ?» répondit-elle avec un calme qui effraya Jean-Paul. « Ils ne trouveront pas une femme brisée. Ils trouveront la source. » Elle savait que le moment de la confrontation finale était arrivé. Elle devait maintenant préparer son retour, non pas par le chemin des bannis, mais par le canal même qu'ils avaient restauré. Elle allait devenir le fleuve qui allait laver les péchés de Banca. Pendant que le village dormait d'un sommeil agité par la soif et les mauvais présages, Amina et Jean-Paul passèrent la dernière nuit à relire les preuves contenues dans les carnets de Samuel. Ils y trouvèrent non seulement les détails de l'empoisonnement, mais aussi une preuve de propriété légale que Samuel avait cachée. Un acte notarié, reconnu par les autorités de la ville, stipulant que les terres et le ravin appartenaient à sa femme en cas de décès. Maman Mafo avait tout volé par la force, mais la loi des hommes, celle que Samuel avait tant étudiée, était de son côté. Le piège était prêt. La citerne était pleine. Il ne manquait plus qu'une étincelle pour que tout explose au grand jour. Amina se prépara, se lavant pour la première fois avec l'eau de sa citerne, se sentant purifiée, prête à affronter son destin. Le jour de la fête de la moisson se leva sur Banca comme un défi lancé au ciel. Il n'y avait rien à récolter sinon la poussière et le désespoir, mais la tradition exigeait que le peuple se rassemble sur la grande place du marché, devant le palais du chef. L'air était si sec qu'il semblait pouvoir s'enflammer à la moindre étincelle. Les notables, drapés dans leurs toges de cérémonie, transpiraient sous le poids de leur propre importance, tandis que les villageois, le ventre creux et la gorge brûlante, attendaient l'annonce qui allait sceller leur destin. Au centre de la place, une table massive en bois d'ébène portait les documents officiels. L'acte de vente définitif des terres de Samuel et le contrat de cession des droits d'eau à l'entreprise de la ville. Maman Mafo siégeait aux côtés du chef, son visage impassible masquant un triomphe sauvage. Elle lissa son pagne de soie, jetant un regard de mépris sur la foule silencieuse. Pour elle, cette journée marquait la fin d'un chapitre gênant. Amina était morte, Samuel était enterré, et sa propre fortune était désormais assurée. Elle fit signe au greffier de préparer l'encre. « Le temps de la vieille terre est fini », murmura-t-elle à l'oreille du chef. « Aujourd'hui, nous entrons dans l'ère de l'argent. » Le chef, un homme affaibli par l'âge et la corruption, hocha la tête, la main tremblante alors qu'il s'apprêtait à saisir la plume. Mais alors que le silence se faisait pesant, un grondement sourd, venu des entrailles de la montagne, fit vibrer le sol. Ce n'était pas le tonnerre d'un orage lointain, ni le bruit des tambours rituels. C'était un rugissement profond, rythmique, comme si le cœur de la terre s'était remis à battre. Les villageois se regardèrent, inquiets, cherchant du regard l'origine de ce séisme. Le grondement s'intensifia, se transformant en un sifflement puissant qui semblait jaillir du bord du ravin de Ngungu. Soudain, une silhouette apparut à la lisière du précipice, là où personne n'osait poser le regard. Ce n'était pas un fantôme.
Ce n'était pas la mendiante brisée que maman Mafo avait projetée dans le vide. Amina s'avançait sur la place, vêtue d'un pagne d'un blanc éclatant qui contrastait violemment avec la terre rouge. Son visage était marqué par les cicatrices de sa survie, ses mains étaient calleuses, mais son regard portait une lumière que personne à Banca n'avait jamais vue. Elle marchait avec la grâce d'une reine qui revient prendre possession de son royaume. Derrière elle, Jean-Paul marchait d'un pas ferme, tenant dans ses mains un coffret de bois sombre. La foule se divisa, pétrifiée par la terreur et l'incrédulité. « Amina » murmura une vieille femme, laissant tomber sa calebasse vide. Le nom courut comme une traînée de poudre à travers la place. Maman Mafo se leva brusquement, son visage virant au gris cendré. Ses mains s'agrippèrent aux accoudoirs de son siège de rotin, ses yeux s'écarquillant devant ce qu'elle considérait comme une impossibilité physique. « Tu es morte » hurla-t-elle, sa voix se brisant dans l'air sec. « Tu as été dévorée par les esprits du ravin. » Amina s'arrêta devant la table des notables. Elle ne cria pas. Sa voix calme et profonde porta jusqu'au dernier rang de l'assemblée. « Le ravin ne dévore que ce qui est déjà mort, Mafo. Moi, il m'a donné la vie. Et aujourd'hui, il rend à Banca ce que vous avez tenté de lui voler. » À cet instant précis, Amina leva la main, brandissant la clé de cuivre vers le ciel. C'était le signal. Dans les profondeurs, Jean-Paul avait ouvert la vanne principale de la citerne épique. Un jet d'eau d'une pureté cristalline jaillit d'une canalisation habilement dissimulée sous les racines d'un vieux baobab, explosant vers le ciel avant de retomber en une pluie bienfaisante sur la place du marché. Le choc fut tel que la foule resta un instant immobile, avant d'éclater en cris de joie délirants. Les gens se précipitèrent, tendant leurs mains, leurs visages, leurs calebasses vers cette eau miraculeuse qui inondait la terre assoiffée. La sécheresse imposée par les puissants venait d'être balayée par une prouesse d'ingénierie née du désespoir. Mais le miracle de l'eau n'était que la première partie du jugement. Alors que le chef tentait de reprendre contenance, Jean-Paul s'avança et déposa les carnets de Samuel sur la table, juste au-dessus des contrats de vente. « L'eau n'est pas la seule chose qui remonte des profondeurs », déclara-t-il, s'adressant au conseil des anciens. Samuel n'était pas seulement un rêveur, il était un observateur minutieux, et il a noté chaque détail de sa propre fin. Le silence retomba, plus lourd que jamais. Amina prit les carnets et commença à lire. Elle ne lut pas les schémas techniques, mais les dernières pages, celles où Samuel décrivait l'amertume de ses repas, les tremblements de ses mains après avoir bu le thé préparé par sa mère, et sa compréhension finale de la trahison de celle qui lui avait donné la vie. « Ma mère m'assassine pour une colline de poussière », lut Amina, sa voix tremblante d'une émotion contenue. Elle montra ensuite l'acte de propriété légale, portant le sceau officiel, qui prouvait que les terres ne pouvaient être vendues sans son consentement. La chute de maman Mafo fut totale et instantanée. Elle, qui avait bâti son pouvoir sur la peur et la manipulation, vit son empire s'effondrer devant la vérité brute. Les notables, craignant pour leur propre position, se détournèrent d'elle. Le chef, comprenant que le vent avait tourné, ordonna que les gardes se saisissent de la matriarche déchue. Elle tenta de protester, de crier au complot, mais ses paroles furent étouffées par les huées d'un village qui n'avait plus peur d'elle. Elle fut bannie sur le champ, condamnée à quitter Banca sans rien emporter, pour finir ses jours dans l'errance, hantée par l'image de l'eau qu'elle avait voulu tarir. Le village de Banca ne fut plus jamais le même après ce jour-là. La citerne du ravin, ce monument de pierre basaltique et de volonté humaine, devint le nouveau cœur de la communauté. Amina, assistée de Jean-Paul, ne se contenta pas de fournir de l'eau gratuitement. Elle créa une coopérative agricole, utilisant les techniques que Samuel avait imaginées, transformant les terres rouges en un verger florissant. La vieille station de pompage coloniale fut restaurée et devint une école technique où Jean-Paul enseignait aux jeunes du village comment dompter la force de la nature sans la détruire. Justice avait été rendue, non par la force des armes, mais par la résilience d'une femme que l'on avait jetée aux ordures. Amina restait souvent seule, le soir, au bord du ravin de Ngungu. Elle ne regardait plus le précipice avec effroi, mais avec une gratitude silencieuse. C'était là, dans l'obscurité et la solitude, qu'elle avait trouvé sa véritable force. Elle portait toujours la clé de cuivre autour du cou, non plus comme un outil, mais comme un symbole de sa victoire sur l'oubli. Le village avait appris une leçon qu'il n'oublierait jamais. La véritable richesse
ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est capable de protéger. La dignité d'une seule femme avait suffi à laver la honte d'une communauté entière. L'eau de la citerne épique continuait de couler, limpide et abondante, rappelant à chaque habitant que même quand on tente de vous enterrer, vous pouvez devenir la source qui abreuve ceux qui vous ont rejeté. Chers amis, l'histoire d'Amina nous montre que personne n'est jamais vraiment effacé, tant qu'il reste une étincelle de volonté pour transformer sa tombe en un sanctuaire de vie. Si ce récit de courage et de renaissance vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Dites-nous dans les commentaires, quelle note de 0 à 10 donneriez-vous à la force de caractère d'Amina? Votre avis compte énormément pour nous et nous aide à partager ces destins qui prouvent que la justice finit toujours par jaillir, même du plus profond des ravins. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout et rappelez-vous, votre valeur ne dépend pas de ce que les autres disent de vous, mais de la source que vous portez en vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire.